Par nos conférences annuelles, nous comptons contribuer par le dialogue à la réconciliation des Rwandais et à la création d'un climat d'attente et de bon voisinage avec les voisins de notre pays. C'est dans ces circonstances qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi nous le professeur, il est là, Peter Verlinden, qui est spécialiste dans la région et qui va animer notre débat. J'ai reçu cette demande de donner une courte présentation, conférence ici, et surtout après avoir un dialogue avec vous tous. Je me sentais très honoré et je me sens encore honoré davantage quand j'ai vu, que j'ai aperçu tout le monde qui est ici présent. En fait, je devrais plutôt être très modeste et à côté, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent la situation dans la région, la situation du Rwanda, l'histoire et tout ce qui s'est passé beaucoup mieux que moi-même, parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes, alors que moi, je ne suis qu'un observateur. Mais c'est pour ça peut-être que cette position d'observateur me permet aussi de dire des choses que des gens qui sont beaucoup plus impliqués ne disent pas, ou ne veulent pas dire, ou n'osent pas dire, ou n'y pensent pas, peut-être de temps en temps. La question qu'on m'a posée de répondre, et qu'on ne peut jamais répondre, c'est est-ce qu'une réconciliation au Rwanda est possible? Réconciliation. Je ne vais pas vous donner une conférence académique ici. Je suis très honoré d'être présenté comme professeur, mais je dis toujours, je ne suis qu'un très petit professeur. Je donne un cours à l'université, je suis ravi de pouvoir donner ce cours, mais ce n'est pas un cours sur l'Afrique, c'est un cours sur la relation entre les masses médias et les conflits internationaux. Mais j'utilise évidemment aussi des exemples, des cases, comme on dit, de l'Afrique. Par exemple, un des dossiers les plus importants que je donne à mes étudiants, c'est la façon dont les masses médias ont traité la tragédie du Congo de 96-97, la chasse aux réfugiés rwandais. Si jamais vous avez l'occasion, et s'il est dans le pays, il faut une fois inviter Nick Gowi. Mais malheureusement, il ne parle pas le français, il ne parle que l'anglais. C'est un journaliste de la BBC qui s'est reconverti en académicien et qui a fait une grande étude sur la façon dont les médias n'ont pas fait leur métier, si j'ose dire comme ça, en 96-97 sur la tragédie au Congo. Ils ont laissé la voie libre aux belligérants, c'est-à-dire surtout à l'armée rwandaise. Ils ont suivi la propagande de l'armée rwandaise sur ce qui s'était vraiment en train de se dérouler au Congo. Pour vous dire, je suis honoré d'être appelé professeur, mais je ne suis pas un professeur dans le dossier en cocktail de l'Afrique des Grands Lacs. C'est comme ça que je voulais être clair en disant je parle plutôt comme observateur et journaliste. En tant que journaliste, je suis dans le dossier, en fait, en tant que journaliste, je devrais dire depuis 93, parce qu'avant, j'ai travaillé, comme vous avez bien cité, pour le ministre de la Coopération au Développement, André Gaines. Et André Gaines a été ministre de 89 jusqu'à 91, et de 88, je m'excuse, jusqu'à 91, et moi-même, de 89 jusqu'à 91, j'étais son porte-parole. Et c'est par lui que j'ai fait connaissance de la région, parce que je n'étais pas impliqué dans les études sur le Congo, Rwanda, Burundi, etc. J'étais plutôt spécialisé dans la politique nationale, comme journaliste à la radio dans le temps. Et c'est à cause de la tâche que j'avais à accomplir pour lui au cabinet, que j'ai dû me spécialiser dans la région des Grands Lacs. Ça a eu un grand avantage après, parce qu'en 91, 92 environ, je suis retourné à la VRT pour devenir journaliste alors à la télévision. Et les premières années, j'ai fait encore un peu des petits métiers, comme chaque journaliste débutant. Mais dès 93 environ, j'ai eu l'occasion de me spécialiser de plus en plus dans le déroulement des choses dans la région. Et le premier grand dossier que j'ai fait, c'était les élections au Burundi, les élections de 93 au Burundi,
avec l'élection de Melchior Ndadaye, dont je suis toujours très fier que j'ai eu l'occasion de l'interviewer. C'était un grand don, c'était vraiment un grand don. Et malheureusement, j'étais aussi le premier journaliste à être présent au Burundi de retour après son assassinat, en octobre, 21 octobre 93. Et c'est comme ça que je suis de plus en plus impliqué dans tout ce qui s'était passé dans ces années-là. Alors, en tant que journaliste, en tant qu'observateur, on a l'occasion de prendre une certaine distance. Cette distance, pour le moment, me manque de plus en plus. Et ça, c'est la faute de Marie. Excusez-moi, Marie, hein? Elle est à la maison. Il y a des gens qui la connaissent, alors sans doute ils vont lui dire ah, elle a raconté de toi, il a raconté de toi. Non, la faute, évidemment, je ne peux pas dire la faute, mais c'est l'implication, évidemment, d'être sur le niveau personnel, d'être plus impliqué dans le dossier qu'avant. Néanmoins, j'essaie de garder quand même une certaine professionnalité dans le dossier. Il y a un grand avantage aussi d'être impliqué beaucoup plus proche par des relations personnelles. Et cet avantage, c'est qu'on peut aller beaucoup plus en profondeur de la culture. Et ça, c'est naturellement pour un observateur, comme un journaliste, toujours très difficile. Je ne parle pas de Kinyarwanda. Je comprends quelques mots au maximum. Évidemment que je parle le français, je comprends le français, je suis flamand d'origine. Alors mes excuses si je fais de temps en temps quelques gaffes en français. Mais c'est quand même différent que si on est vraiment plongé dans la culture rwandaise et si on comprend le Kinyarwanda, si on comprend ce que les gens disent entre eux. Ce problème est de plus en plus résolu parce que maintenant j'ai ma traductrice personnelle. Ça veut dire que beaucoup plus qu'avant, je peux me tenir au courant, ou nous pouvons nous tenir au courant, parce que nous c'est Marie et moi, nous pouvons nous tenir au courant de ce qui vit dans la communauté rwandaise et dans les différentes communautés rwandaises, je devrais dire. Pas seulement ici en Belgique, mais partout dans le monde et surtout au Rwanda même. Et heureusement, grâce aux médias sociaux, ce n'est pas toujours négatif les médias sociaux, il y a beaucoup d'éléments négatifs. Mais il y a aussi de grands avantages, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de communication qui circule, des opinions, on a des contacts directs, je dois être même très prudent en citant quelques contacts très importants que nous avons avec des gens au Rwanda, vraiment direct, avec des gens très importants dans le dossier, et tout ça donne la possibilité de se former une meilleure idée pour avoir un début de réponse à cette fameuse question, est-ce que la réconciliation est possible? Ceci dit, quant à moi, le plus grand problème pour la réconciliation, c'est le manque de la vérité. C'est le plus grand problème. On peut avoir une réconciliation que dès le moment qu'on connaît sur quoi il faut se réconcilier. On ne peut pas se réconcilier en ayant un coupable et une victime. Si on ne connaît pas exactement qui sont les coupables et qui sont les victimes. Et dans le dossier du Rwanda, vous savez tous beaucoup mieux que moi que les coupables et les victimes, c'est très complexe. Parce qu'il y a même au sein des familles, et les familles sur le niveau africain, comme nous savons tous ici, c'est beaucoup plus qu'ici en Europe. La famille en Europe, ça veut dire mère, père et les enfants, et peut-être encore grand-mère, grand-père. Mais au Rwanda, et au Congo, et au Burundi, et presque partout en Afrique, et même déjà au sud de l'Europe, si on parle de la famille, on parle de la grande famille, la famille élargie, comme on dit dans l'anthropologie. Et dans cette famille élargie, il y a beaucoup de liens, il y a des gens qui se connaissent, il y a des gens qui ont aussi des responsabilités vis-à-vis de l'autre au sein de la famille. Et si on regarde la famille comme telle, on va voir que dans beaucoup de familles rwandaises, on a aussi bien des gens qui sont trompés dans des massacres, qui ont commis de graves fautes, pas seulement massacres, ça peut aussi être d'autres fautes, mais en même temps, dans la même famille, on peut avoir des victimes. Et ça veut dire que la situation est très complexe et il ne faut surtout pas simplifier les choses. Alors et ça évidemment c'est ce que fait le régime actuellement. Eux ils simplifient les choses
Pour eux, il n'y a qu'un groupe qui est victime, les Tutsis. Il faut nommer les choses comme eux, ils le nomment. Ce sont eux qui nomment, c'est pas moi qui nomme. Eux, ils nomment les victimes. Les seules victimes dont on peut parler, ce sont les Tutsis. Et les seuls bourreaux qu'il y a, ce sont les Hutus. Comme ça, évidemment, on ne va jamais arriver à n'importe quelle forme de réconciliation. Mais non plus par l'inverse. Non plus en faisant une simplification à l'inverse et projeter comme tout ce comme tous les Tutsis, par exemple, sont des gens qui ont de mauvaises intentions et qui ont mal géré les choses. Là, une vraie réconciliation doit partir des faits réels, loin des mensonges, doit bannir l'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie, et entre eux, je peux être, j'espère, un peu ouvert là-dedans, mais c'est une des choses que j'ai découvert dans le dossier du Rwanda, beaucoup plus encore que dans beaucoup d'autres dossiers que j'ai dû suivre pendant ma carrière. Enfin, le dossier du Rwanda, c'est un des dossiers que j'ai suivi le plus proche, mais j'ai suivi aussi, par exemple, le dossier du Côte d'Ivoire, pour rester en Afrique encore, le dossier de l'Afrique du Sud, par exemple. Je ne connais aucun autre dossier où il y a tant de mensonges que dans le dossier du Rwanda. C'est incroyable. Et même des petits et de grands mensonges. Il y a des mensonges au sein des familles, et on a eu, mais ça je ne vais pas citer en détail par respect pour ma famille, je veux dire ma famille rwandaise, mais même au sein des familles les plus proches que nous connaissons, il y a des gens qui mentent pour leurs propres intérêts, parce que, mais aussi, évidemment, et ça je comprends beaucoup, je peux bien comprendre qu'on est presque obligé à mentir pour survivre. Ça je comprends, je ne dis pas que c'est toujours mauvais comme tel ou incompréhensible, mais la question ici c'est, est-ce qu'une réconciliation sera possible? Et pour répondre à cette question, il faut tout d'abord savoir en toute transparence qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, et on sait naturellement très très bien qu'à la limite, ce ne sera pas possible de déterminer tout cela dans les plus grands détails, mais au moins être ouvert l'un pour l'autre, au moins avoir une certaine empathie pour l'autre. De temps en temps, quand j'ai des discussions, quand nous donnons, Marie et moi, des conférences en irlandais à côté de Flandre, de temps en temps, il y a des gens qui nous approchent toujours après, pas au moment des questions-réponses, mais après, des gens qui sont plutôt à côté du régime actuel et qui disent et qui sont clairement ou des Tutsis ou liés des Tutsis ou qui se sentent victimes du génocide, etc., etc. Et souvent, j'ai dit à eux, je vous comprends très très bien, je comprends votre problème, je comprends qu'être une petite minorité dans un pays et avoir une histoire avec tout le pouvoir dans les mains de cette petite communauté, que ça pose problème, que si ça se perd. Et en plus que vous ne sentez plus protégé à un certain point. Bon, je ne vais pas écrire ici l'histoire du Rwanda, ça sera beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué, et on peut en discuter encore davantage. Mais nous savons évidemment très très bien ce qui s'est passé dans les années 60, les années 70, même encore dans les années 80, qu'il y a pas mal de raisons pour les gens qui se sentent une minorité, pour craindre d'être minorisés et de n'avoir pas une certaine sécurité. Si on veut ou non, ce sentiment règne dans ce groupe. Alors si l'on ne peut pas avoir une empathie l'un pour l'autre, sans généraliser, mais en reconnaissant les vrais faits, il n'y aura jamais une vraie réconciliation. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'ajouter ici, mais je le fais quand même pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'histoire en profondeur pour le moment, que la réconciliation, entre guillemets, qui règne pour le moment au Rwanda, que c'est fake, que c'est faux, que ce n'est pas une vraie réconciliation. Mais je pense que tout le monde ici sait très bien, parce que ce n'est pas une réconciliation qui est vraiment née de l'intérieur de la communauté. De temps en temps, j'essaie de comparer aussi le dossier du Rwanda avec l'Afrique du Sud. Nous savons tous ce qu'ils ont fait en Afrique du Sud, grâce à Nelson Mandela. Et aujourd'hui, Winnie Mandela a été enterré, comme vous savez, alors c'est un bon moment pour y réfléchir encore une fois.
Mais grâce à Nelson Mandela, pas tellement à Winnie Mandela, mais à Nelson Mandela et à Desmond Tutu, ils ont créé leur fameuse commission, Truth and Reconciliation Commission, la commission pour la vérité et la réconciliation. Ils ont fait un travail splendide, incroyable. Ils ont essayé de dépouiller les dossiers les plus intéressants les plus importants sur ce qui s'était passé pendant le temps de l'apartheid, des deux côtés. Aussi les attaques meurtrières, etc., par l'ANC. Et bon, ils sont arrivés à de grands dossiers, et même avec cette approche, en Afrique du Sud, on n'est pas encore arrivé à une vraie réconciliation. Pas encore. On a franchi de grands pas, il y a beaucoup qui s'est passé, c'est très intéressant leur approche. Personnellement, je pense que c'est la seule approche possible dans des dossiers avec une telle envergure. Aussi pour le Rwanda, je ne crois pas aux justices rwandaises, mais non plus aux justices internationales sur le Rwanda. Ce qui s'était passé au TPIR, évidemment, c'est un scandale. Mais bon, je ne pense pas que je dois mentionner cela ici, parce que c'est tout à fait clair. Et tout le monde connaît. Ce n'est pas une façon, c'est-à-dire, je ne dis pas que tous les verdicts ont été faux, ça je ne dis pas. Je dis seulement que cette façon de justice n'aboutit pas à une réconciliation. Alors que ça, c'était le début au départ. Si on lit la décision du Conseil de sécurité en décembre 1994 sur le TPIR, le Rwanda Tribunal, on voit que le but, c'était d'arriver à une réconciliation grâce à la justice. Ce but, évidemment, ils n'ont pas abouti pour la simple raison que cette justice, je ne dis pas de nouveau que toutes les justices ont, je ne dis pas que tous les verdicts sont faux, hein, je veux être clair là-dedans, je dis seulement que l'approche de cette justice n'a pas été une justice qui peut aider à arriver à une certaine réconciliation. Alors il nous faut connaître les vrais faits, il faut faire au maximum un travail d'empathie vis-à-vis de l'autre, de tous les côtés. Il faut comprendre les besoins, les inquiétudes des autres de tous les côtés. Il faut surtout éradiquer tout ce qui est mensonge. Et je peux vous dire, comme je commençais déjà à dire, que en ce qui concerne le mensonge, nous Belges, on peut encore apprendre beaucoup derrière nous. Mais je ne veux pas non plus généraliser. Je ne veux pas non plus généraliser. Ce n'est pas parce que ça serait une attitude raciste. Je ne veux pas dire que tous les Rwandais sont des menteurs. Je dis simplement qu'il y a un grand problème de mensonge au Rwanda. Ce que nous appelons mensonge, mais vous savez aussi que dans la culture rwandaise, et ce n'est pas exclusif rwandais, d'essayer d'échapper pour dire comment les choses sont vraiment en réalité, pour se sauver. Hein. On dit même en flamand, on a une expression qui dit « leugentje om bestwil ». Ça veut dire mentir pour, comment dirais-je, pour être mieux, hein, pour régler les choses. Tout le monde connaît ça. Et on peut dire, dans le petit monde, hein, ce n'est rien. Hein, comme un enfant qui dit « non, je n'ai pas mangé le sucre, ce n'est pas moi qui ai mangé le chocolat. Hein. » C'est un peu comme ça, hein, pour éviter que la mère sera fâchée ou des choses comme ça. Non. Ici, on parle des choses beaucoup plus sérieuses. Si on parle des mensonges, je veux dire vraiment de dire des choses qui sont simplement pas vraies. Et évidemment qu'on peut toujours faire des analyses et dire qu'est-ce qui est la vérité. Hein. Sur le niveau philosophique, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui est la vérité? Mais si à un certain moment, il y a eu par exemple quelqu'un qui a abattu un avion d'un président, hein, si par exemple, pour vous donner un petit exemple, si dans presque tous les dossiers sur l'attaque à l'avion, du côté du régime pour le moment, ceux qui sont plutôt de ce côté-là aussi dans le monde occidental, on cite le fameux rapport Trévidic, hein, le rapport technique Trévidic
sur d'où sont venus les missiles. Alors là, il cite toujours que les missiles sont venus du camp militaire de Canombé. Alors c'est très simple, ça ne se trouve pas dans ce rapport. C'est si simple que ça. Alors que néanmoins, il répète tout le temps, voilà, définitivement, on sait maintenant que c'est l'armée d'Abiyarimana qui a abattu l'avion parce que les missiles sont partis du camp militaire de Canombé. Alors, simplement, ça ne se trouve pas dedans. Ça, ce sont des exemples les plus simples possibles. Ce qui est évidemment beaucoup plus difficile à juger, c'est la vérité sur, par exemple, à cause de quoi toute cette agression s'est explodée. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'éléments différents. Je veux simplement, de cette façon, être clair que pour moi, il ne peut y avoir un début de réconciliation au moment qu'on peut parler vrai. Alors, je viens à mon deuxième point. Si on ne peut pas avoir une réconciliation, si on ne peut pas parler en toute transparence, sans inquiétude de la vérité des choses, ça, c'est pas possible de le faire dans une dictature. Alors ça, c'est un deuxième point très important. On ne pourra jamais avoir une vraie réconciliation au Rwanda s'il y a une dictature qui règne au Rwanda. Alors pour moi, c'est tout à fait clair, pas seulement pour moi, mais pour presque tous les observateurs internationaux, même sur les plus hauts niveaux politiques possibles, le gouvernement belge et tout ça, tout le monde reconnaît que ceux qui ont le pouvoir au Rwanda, que c'est une dictature. On ne dit pas ça ouvertement. Évidemment pas, parce que si on dit ça ouvertement, il faut tirer des conséquences. Si on dit ouvertement qu'au Rwanda, il règne une dictature, il faut évidemment prendre certaines mesures où il faut changer sa politique vis-à-vis du Rwanda, parce qu'on ne peut pas collaborer avec une dictature comme telle. Mais, croyez-moi, tout le monde sait, sur mon niveau, et heureusement, de temps en temps, j'ai l'occasion de parler avec des gens de très haut niveau, des ministres aussi belges, ou des hauts fonctionnaires, ou des gens du cabinet, de Krom, de Reinders, etc., des ambassadeurs. Il n'y a personne qui doute de cela. Un pays où un président reçoit 98,7% des voix, pas 99, 98,7% des voix, c'est tout à fait clair qu'on parle d'une dictature. Si on parle aussi de la position de la presse, si on parle de la position du monde intellectuel au Rwanda, si on parle aussi du fonctionnement de la justice, là il y a quelques divergences entre des pays occidentaux, mais bon, je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais c'est clair que c'est une dictature. Alors, dans ce contexte, une réconciliation, pour moi, c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas parler ouvertement des choses qui se sont passées en craignant d'avoir une réaction politique, militaire, prison, ou même pire, dans le contexte rwandais actuel. Alors, est-ce qu'une réconciliation au Rwanda est possible? Je crains que je dois dire, pour le moment, non. Parce que les conditions ne sont pas là pour établir la vérité, ou un maximum de vérité. La vérité n'existe pas. Même comme académicien et comme journaliste, je sais très bien qu'il faut être très prudent avec ces grands mots, vérité, mais c'est-à-dire une voie vers au maximum, pour connaître au maximum la vérité. Les conditions ne sont pas remplies pour y arriver. Ça veut dire que avant d'arriver à une réconciliation au Rwanda, il faut tout d'abord arriver à une forme de démocratie, d'ouverture, de transparence, de liberté d'expression. Si on voit que même, parce que ce n'est plus, comme vous savez tous, ce n'est plus une affaire simplement ethnique, ça n'a jamais, pour moi, le problème, la tragédie du Rwanda n'a jamais été simplement une tragédie ethnique. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais je veux dire, si on voit les gens qui sont poursuivis maintenant, peut-être que ceux qui ont le plus à craindre pour le moment, ce sont ceux qui se trouvent au sommet, comme les Rwigara par exemple, comme quelqu'un comme Kizito Mihigo, de telles personnes, parce qu'ils sont beaucoup plus dangereux pour le régime que les petits Hutus, qui sont tous des génocidaires, comme vous savez tous. Alors,
les Hutus, c'est très facile à les mettre à côté, mais c'est beaucoup plus difficile pour avoir des arguments fermes, pour contrer une position prise par exemple la famille Luigara ou Kizito Mihigo, etc. Alors, dans ces conditions, ce n'est pas possible d'établir une sorte de Truth and Reconciliation Commission, ou au moins de parler de la réalité. Pour finir, pour illustrer aussi, je voudrais vous simplement... j'avais voulu, mais j'ai un problème avec mon téléphone, alors je dois le faire de ma mémoire, mais la dernière semaine, comme vous avez dit, ça fait exactement maintenant une semaine, il y a 24 ans que l'avion d'Abiyarimana a été abattu et que l'explosion de toutes ces violences ont commencé, qui avait déjà commencé 3 ans et demi avant, évidemment, comme nous savons tous, avec la guerre de 90. Mais pour vous illustrer, cette dernière semaine, j'ai eu quelques échanges très intéressants avec des gens qui se trouvent à côté du régime. Et si on lit le niveau des insultes qu'ils lancent pour la simple raison, qu'est-ce que j'avais fait? Comment ça a commencé? Ça a commencé parce que sur des tweets de la présidence, du Parlement, d'Ibuka, etc., différentes organisations, sur les commémorations, j'avais répondu par un tweet en demandant est-ce que les au moins 500 000 Hutus victimes pendant la même période, c'est-à-dire la période du génocide sur les Tutsis, évidemment que j'avais nommé expressément cette expression génocide sur les Tutsis, est-ce que c'est au moins 500 000 Hutus sont commémorés quelque part au Rwanda actuellement? Ça, c'était ma question. Je peux vous dire... moi, je ne prends pas position. Je pose simplement une question très journalistique. Et j'ai même dû me défendre auprès de ma propre rédaction parce que je n'ai pas publié là-dessus. Évidemment, c'est aussi intéressant que pour le moment, dans la presse internationale, il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt pour les commémorations cette année. Mais on verra l'année prochaine, peut-être ça peut être différent après pour 25 ans. Mais pour moi, c'est une question qui est importante pour le moment, surtout après le livre de Judy River. Je suppose que vous connaissez entre-temps tous le livre de Judy River, qui va probablement aussi paraître en français, mais qui va aussi paraître en néerlandais au mois d'octobre, édité par Amsterdam University Press. Et c'est moi qui va écrire le mot d'introduction dans le livre. Et à cause de ce livre, qui donne pour la première fois un aperçu très détaillé, mais très détaillé, beaucoup plus détaillé, de telle façon que ma propre femme n'ose pas lire cela. Parce que ça lui vexe trop, c'est trop dur, Parce qu'elle décrit en grand détail certains, entre guillemets, incidents, c'est un mot trop léger, incidents selon lesquels dès le début, en avril 1994, il y a eu des masses et des masses de Hutus qui ont été massacrés par le FPR d'une façon systématique. Mais nous, les journalistes et académiciens qui s'occupent de ce dossier depuis beaucoup d'années, le savaient déjà. Moi-même, en 1998, j'ai fait mon documentaire avec Marcel Guérin sur la situation dans l'Est, que je viens de mentionner déjà, et à ce moment, tout sur l'Est était déjà là-dedans. Naturellement, pas dans tous ces détails que Judy utilise, et ça rend ce livre tellement convaincant que même le professeur Henkins, qui a toujours hésité pour utiliser cette expression, maintenant dit que, vu ce qu'elle a pu retracer, et pas seulement sur base de ses propres recherches, mais aussi sur base des recherches qui ont été faites, des interrogations qui ont été faites par le tribunal à Arusha, le tribunal du Rwanda à Arusha, parce que le livre est basé tout d'abord sur les rapports de Arusha, qui sont restés quelque part très loin dans un tiroir, mais elle a pu les avoir, enfin, c'est-à-dire quelqu'un l'a envoyé à elle, elle a pu vérifier la véracité
et elle a pu interroger certaines personnes pour éclaircir encore les détails, etc., etc. Bon, sur base de tout cela, même le professeur Henkens dit maintenant, quant à moi, il faut parler d'un deuxième génocide au Rwanda, et on ne parle même pas encore de ce qui s'est passé au Congo en 96-97. On parle de ce qui s'est passé pendant les fameux 100 jours de 94. Ce qui ne veut pas dire non plus que l'autre génocide n'a pas existé. Soyons très clairs là-dedans. Et c'est aussi ce que Judy Reeve écrit très clairement. Et il y a un deuxième élément qui est très important dans son livre, c'est le fait qu'elle explique en tout détail les choses que moi je savais aussi déjà et que je n'avais jamais osé croire. Mais moi, n'avais jamais osé croire que les Interahamwe étaient infiltrés par le FPR. Oui. Oui, vous savez tous, mais entre savoir si les génocidaires savent, ça ne suffit pas. Non, vous comprenez ce que je veux dire? On reçoit immédiatement les reproches que puisque vous vous trouviez, ou beaucoup de personnes ici se trouviez à un certain moment, à un certain côté du régime, que vous n'avez pas droit aux paroles. Et que tout ce que vous dites sont des mensonges. Et c'est ça aussi que je veux mettre clair dans ce que j'essaie de clarifier ici en disant que il faut éradiquer les mensonges, il faut écouter tous les côtés et vérifier ce qu'ils disent, si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Et si c'est vrai, même si un tueur dit que quelque chose est vrai, ça reste toujours vrai. Même si lui, il est un tueur. Mais il faut voir qu'est-ce qu'il dit et est-ce qu'il a de bonnes informations pour dire ceci, cela. Bon, moi je pense aussi que ce livre peut changer les choses. Un livre ne va pas changer le monde, mais que c'est quand même un élément très important. Tout dépendra maintenant de ce que feront les grandes instances qui pour le moment ne s'intéressent pas du tout au Rwanda, pas du tout. Et pourquoi ils ne s'intéressent pas au Rwanda? Parce que la seule raison pour s'intéresser à un pays, c'est pour le monde international, je veux dire les États-Unis et l'Europe, etc., c'est l'élément de la stabilité. Et jusqu'à maintenant, le Rwanda et le régime Kagame est toujours considéré comme un régime qui garantit la stabilité. Bon, depuis des années, j'ai dit déjà dans le temps à Louis Michel, je m'excuse, à Louis Michel comme ministre des Affaires étrangères dans le temps et après aussi comme commissaire européen, mais surtout quand il était ministre des Affaires étrangères. Et quand on a eu des discussions là-dessus, j'ai toujours dit à lui que, quant à moi, Kagame n'est pas un élément de stabilité, mais d'instabilité dans la région. Mais bon, soit, jusqu'à maintenant, le régime de Kigali est toujours considéré comme un élément de stabilité dans la région. Et sinon, que cette appréciation reste, il n'y aura pas grand-chose qui va changer. Je ne veux pas aller trop loin dans la question principale qui m'a été posée sur la réconciliation, mais c'est surtout pour vous illustrer que ce sont les vrais faits, c'est la vérité ou la recherche pour la vérité de tous les côtés qui est une condition primordiale pour arriver à une réconciliation. Et les conditions pour faire cette recherche vers la vraie vérité, et cette recherche se fait maintenant partout, hein, le livre de Judy est une illustration de cela, mais cette recherche au niveau rwandais même et au Rwanda même ne sera possible qu'au moment qu'on aura de nouveau libre expression, liberté de s'exprimer sans crainte, c'est-à-dire une autre forme de gestion politique au Rwanda et pas la gestion politique qu'on a pour le moment. Espérons qu'à un certain moment, il y aura sur ce niveau-là quelque part un changement. Ce changement va venir de toute façon. Le changement vient toujours. Ça, il ne faut pas vous inquiéter. Pour les plus vieux ici, je m'excuse, peut-être que vous ne le vivrez plus. Mais je vous souhaite évidemment la vie éternelle. Mais c'est comme ça dans la vie politique, c'est malheureux de le dire, mais à un moment aussi ce régime actuel au Rwanda va tomber, ça c'est sûr et certain. On ne sait malheureusement pas de quelle façon et à quel moment, et si
la suivi sera meilleur. Enfin, ça peut être, ce sera difficile d'être plus dur que maintenant, mais bon. Mais il faut évidemment que ça change d'une façon qu'il y aura vraiment ce résultat d'avoir la possibilité d'avoir une libre expression, une vraie recherche pour la vérité, et alors, à ce moment, peut commencer la réconciliation. Je vous remercie et je vous